Bonjour. Deux personnes. Bonjour. Corinne Saban, salut. Comment vas-tu, Corinne? Corinne, mon amie de Marseille, dentiste rue de Lubec. Joël, comment vas-tu, Joël Haddad? Il manquait que toi ce matin dans votre cabinet. On a fait une séance de vaccination de folie. Rutoana, bonsoir. Janine, bonsoir. 73 personnes. Chantal Bellilouche, bonsoir. Comment vas-tu, Chantal? Abigail Freddy, bonsoir. Abjimil Emmanuel, comment ça va, Emmanuel? Ça va bien? Tous les Covid sont partis de la maison, hein? Il y avait une maison pleine de Covid chez Emmanuel. Dieu merci, ils sont tous partis. Marisa Sriki, bonsoir, d'Espagne. Je sais que vous êtes en Espagne. Non, bon, je vais parler de la séance de vaccination d'aujourd'hui. Nathalie Inouz et cousine, bonsoir. Daniel Borgel, comment ça va? Ça va bien? 210 personnes. Paul Blanc de Cannes, comment ça va Cannes? Une journée magnifique à Cannes, j'imagine, aujourd'hui. Arlette Betito de Marseille, comment ça va? Cadeau Pro, fidèle Cadeau Pro, magnifique. Cadeau Pro, 225. Tony Agoumri, bonsoir, comment ça va? Rudy Largui, allez, on va l'inviter Rudy Largui. Rudy Largui. On va faire venir Rudy Largui. Rudy Largui, vous savez que c'est lui qui a créé ce groupe. C'est lui qui était à l'initiative. Salut Rudy, comment vas-tu? Allez, dis-nous bonjour. Je t'entends pas. Vas-y, t'entends pas Rudy. On n'entend pas Rudy. Rudy, tu parles? Nina Kriev, bonsoir. Comment ça va Nina? Rudy, on t'entend pas. Yael Madar, bonsoir. Bénédicte Axe, bonsoir de Hauts-de-France. Comment ça va dans les Hauts-de-France? Yael Madar, bonsoir. Rudy, tu me demandes quand tu veux venir, mais on a un problème technique. Je ne t'entends pas, Rudy. Tout le monde te dit bonsoir en tout cas. Vous pouvez remercier Rudy, hein, c'est lui qui est à l'initiative de ce groupe et c'est lui. Et il a eu une idée encore géniale cette semaine, c'est quand il a créé, il vous a aidé à vous faire vacciner. C'est une idée géniale. Alors je vais vous dire, hein, c'est vraiment avec Cadeau Pro, je ne sais pas comment ils ont combiné ça. Ils vous proposent de trouver des rendez-vous pour vous parce que je sais que c'est pas toujours facile, surtout pour les personnes âgées qui manipulent pas bien l'internet. Trouver des rendez-vous, c'est toujours la galère. Et ils vous ont proposé de trouver des rendez-vous. Je crois qu'ils en ont trouvé une cinquantaine, 70 pour vous. C'est un travail magnifique, un énorme travail qu'ils ont fait. Et vraiment, il faut les remercier. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. C'était une idée géniale. C'est vrai que, bon, je n'étais pas au courant de ça. J'ai vu le poste en même temps que vous et j'ai trouvé l'idée géniale. Bravo, Rudy. C'était magnifique. C'est très, très bien ce que tu as fait. J'espère que tu vas pouvoir parler, te mettre de nouveau sur le groupe. Allez, vas-y, tu peux parler là? Ça va, tu Ah, m'entends? très bien. Ah, Ah, je suis bravo. content de te voir, Rudy. Comment vas-tu, Rudy? Ça va, Quel Gilou? kiff. Rudy, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça va, Rudy? Ça fait longtemps qu'on s'est C'est pas vrai, vu, c'est vrai. Rudy. C'est vrai. Dis-moi, Rudy, tu as eu une idée géniale en faisant prendre des rendez-vous pour les gens. C'était vraiment l'idée. Ouais, mais bon, c'est surtout Cadeau Pro, Nathalie et son équipe de vaccination Oui. qui recherchent toute la journée sur Internet des rendez-vous disponibles pour tous les membres du groupe. Ils ont dû en faire facilement 300 ou 400. Bravo, j'en étais resté à 70, moi. Magnifique. Ouais, en 70, c'est Cadeau Pro en une seule nuit. Bravo. Bravo. Vraiment, on la remerciera jamais. Et on te remerciera jamais d'avoir fait ce groupe. Jamais Non, assez. c'est rien, Vraiment, ça. c'est vraiment une grande famille maintenant. C'est magnifique. Chacun, il apporte cette petite pierre. Non, mais toi, tu as mis une grande pierre. Bravo, Rudy.
Donc, je voulais dire à tout le monde que ça prend beaucoup de temps à chercher des rendez-vous et que les gens qui s'occupent de ça ont aussi une vie et qu'on va s'arrêter un petit peu ce soir. D'accord. Et vous reprendrez. Parce que de toute façon, les créneaux sont tous pris. Bah oui. Et voilà, donc ils vont continuer encore ce soir à chercher. Et à partir de ce soir, le poste sera fermé. Peut-être qu'on réouvrira fin de semaine prochaine ou dans 2 semaines en fonction des disponibilités. D'accord. Bravo en tout cas. C'était une idée géniale. Ok. Et vraiment, c'est très bien ce que vous avez fait. Bravo Voilà. Rudy. C'est pour vous faire un Génial. petit coucou et vous Et prévenir. si vous avez besoin d'arranger vos ordinateurs aujourd'hui, Ouais, bon, les ordinateurs, ils n'ont pas le Covid, SOS Master. d'autres virus. J'embrasse Rudy. Allez, magnifique. Allez, Salut, je dis bye. bonjour à Carole Pariane. Salut Carole, comment vas-tu? Tout va bien, Carole? Ça me fait plaisir de te voir sur nos lignes, Carole. Salut. Anita, bonsoir. Pierre-Élie, comment vas-tu? Comment va ta mère, ta fille, toute ta famille vont bien? Philippe Saban, mon ami Philippe de Tunis, comment il va? Michel, ah, c'est bon, Michel, c'est bon ce soir. Ah, il y a toute l'équipe. Hein. Je peux vous dire qu'il y a toute l'équipe est là. J'ai dit Safati, Pierre-Élie, magnifique. Vraiment, la grande équipe est là. Gisèle Fitoussi, bonsoir. Cathy Tibi, bonsoir. Marissa Srikiwi, tout le monde félicite Cado parce que Cado, elle fait un travail magnifique. Vous la connaissez tous sur ce groupe depuis maintenant le mois de mars. Elle a fait un travail magnifique. Et là, avec cette histoire de rechercher les places pour tout le monde, c'est extraordinaire. Salut Tunis, salut Amel, salut, comment ça va? Charles Coco, comment vas-tu? Les restos ouverts à Tel Aviv, mais ça va venir, Coco, chez nous aussi, les restaurants vont ouvrir dans un mois, ce sera la même chose. Ne t'angoisse pas, ne sois pas pessimiste, il faut être optimiste. La France est un grand pays, la France est un grand pays, on va rattraper Israël, on va les dépasser. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On est un grand pays. Et Monique Bitton, bonsoir. Si vous avez besoin de sophrologie pour vos acouphènes, vous prenez rendez-vous avec Monique Bitton, extraordinaire sophrologiste. Hamilton Adjimi de Tunis, comment ça va? Bientôt on sera chez vous. Bientôt on sera chez vous. Michel Torfman, on m'entend pas, me dit-il. Je sais pas. Moi, D'accord, cadeau faux, une femme exceptionnelle, c'est vrai. Alors, cadeau me dit qu'on a des rendez-vous à Sarcelles, à Romainville. Faites attention quand vous allez à Sarcelles. Ma fille, elle a été à Sarcelles pour se faire vacciner. Quand elle est revenue, ils l'ont fait passer par Saint-Denis et puis elle a été arrêtée par une voiture. Elle croyait que c'était en fait, c'était des policiers en civil. Elle a eu très peur, quoi. Ils lui ont demandé ce que faisait une pharmacienne du 16e ils pensaient qu'elle cherchait de la drogue à Saint-Denis. La pauvre, elle était partie se faire vacciner. Donc, j'en profite, Elsa, c'est ma fille. Donc, puisque je parle d'elle, j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire, Elsa, ma fille que j'adore, qui est les yeux de mes yeux. Et donc, je lui souhaite un excellent anniversaire à Elsa, une bonne santé, plein de chance dans sa vie, plein de bonnes choses, ma fille. Je t'embrasse très, très fort, puisque c'est ton anniversaire et que je suis là et que j'ai parlé de toi de manière à l'improviste, puisqu'on parlait de Sarcelles et qui a été te faire vacciner à Sarcelles. Salut Eric Mazouz, comment vas-tu? Orthodontiste. Alors certains me reprochent de dire celui-là, voilà, c'est un bon ophtalmo, celui-là, c'est un bon orthodontiste, celui-là, c'est un... Mais moi, je parle des gens que je connais et je ne vais pas parler des mauvais. Et puis, de toute façon, je n'ai pas des copains qui soient mauvais. Donc les types me disent, ah, mais vous faites de la publicité pour ça, pour tel. Mais je ne fais pas de publicité. Moi, je dis hey, bonjour, regarde René Marais, dans l'immobilier. Je dis salut René, comment vas-tu? Comment va Norbert? Et c'est tout. Je lui demande s'il va bien. C'est tout. Et son mari est dans l'immobilier. Je ne vais pas dire c'est un bon, et je ne vais pas dire c'est un mauvais, c'est l'immobilier. C'est un bon copain, il est bon, et il est bon. Tant mieux pour lui. C'est tout. C'est comme vous dites, pas bien les ordinateurs, les sauvegardes. Je vais dire SOS Master, c'est normal. Les gens me reprochent, je fais de la pub. Je fais pas de pub. Je m'en fous, je fais pas de pub. Ils n'ont pas plus besoin de pub, tous ces gens-là. Vous croyez que Corinne Sabon, la dentiste, elle a besoin de pub? Elle n'a pas besoin de pub. C'est comme ça. C'est Corinne Lasry, elle n'a pas besoin de pub, ils n'ont pas besoin de pub. Mais bon, ça me fait plaisir de vous situer. Quand je dis c'est un dentiste, c'est pas pour faire la pub pour des dentistes, c'est pour situer la personne, pour que vous connaissiez les gens, c'est tout. Voilà. Ma fille, Elsa, c'est une bonne pharmacienne. Mais je ne fais pas de pub, c'est une bonne pharmacienne. Comme ma femme, Madame Colombo, c'est une bonne femme. Mais bon, il ne faut pas reprocher aux gens de dire, il ne faut pas me reprocher de dire c'est un bon dentiste. Je lui dis, oui, Corinne Savant, c'est nul, là. Elle m'a enlevé une dent, il ne fallait pas. Ben non, c'est pas vrai. Voilà, donc, Nathalie Adawi, comment ça va? Ça va bien? Oui, laisse parler les gens. Oui, je laisse parler les gens, mais tu ne sais pas ce que j'entends.
j'entends de tout, que je dis des choses et leur contraire, que je fais de la publicité, enfin bref, toute la journée, ah, voilà, Joël Haddad, il voit une Mercedes. Non. Bon, allez, soyons sérieux, c'est le Covid, hein, parce que le Covid, c'est important. Hein. Bon, alors, voilà, Arline, par exemple, audioprothésiste, Audica, c'est une très bonne boîte, je ne veux pas dire, ils sont nuls. Ils sont bons, tant pis, mais c'est pour vous présenter Arline. Arline, je la connais très bien, je l'adore, c'est ma copine. Je vous la présente, je vous la situe, je vous dis, c'est une audioprothésiste, elle travaille chez Audica, mais c'est pas pour faire de la pub à Audica, ils sont cotés en bourse. Ça s'en fout, le truc. Il y a 20 000 personnes qui regardent ces trucs. Combien il y en a qui vont se faire des oreilles? Personne. Alors, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour situer les gens. Quand je dis qu'il est à Tunis, c'est pour vous la situer. C'est tout. On voit le bout du tunnel. Oui, on voit le bout du tunnel. Bien sûr, mais je vous l'ai dit il y a quelques semaines qu'on voyait le bout du tunnel. Il faut tenir maintenant. La seule chose maintenant, il faut tenir. Il faut tenir un mois et demi, et puis après, ce sera vraiment le bout du tunnel. Là, maintenant, c'est la course. On est un peu dans la situation d'Israël il y a 2 mois. C'était la course entre l'épidémie et le vaccin. Et l'épidémie et le vaccin, finalement, vous voyez, en Israël, c'est le vaccin qui a gagné, puisqu'ils sont avancés et qu'ils ont de nouveau tout ouvert. Nous, en France, on se trouve dans une situation où on est dans la même situation qu'Israël il y a 2 mois. On est dans une vague qui veut repartir, mais qui est maîtrisée quand même. Je vous l'ai dit déjà, qu'elle n'a pas redémarré. Salut Virginie, elle n'a pas redémarré. La vague, elle est toujours le meilleur, c'est mon fils. Oui, Evelyne Seman, c'est la belle-mère de ma fille. Oui, Evelyne, le meilleur pharmacien, c'est votre fils. Je suis d'accord. C'est le meilleur pharmacien, votre fils. John, c'est le meilleur pharmacien. Bon, bref. Donc, la pente veut remonter, mais on n'a pas de nouveau une nouvelle vague. Toujours ce plateau, on tient le plateau, on tient ce plateau de résistance, et grâce à Dieu, ce n'est pas remonté, on arrive toujours à stabiliser. Moi, je vous ai dit, mardi dernier, j'étais à l'hôpital de la Ribosière, je suis passé en réa pour voir un patient, malheureusement, mais j'en ai profité pour sonder un peu. Ils ne sont pas pleins du tout à la Ribosière, hein, en réanimation. Il y a de la place pour les Covid, il n'y a pas, à Paris, je ne sais pas si les gens vont nous stresser, mais la situation n'est pas si tendue que ça. Il faut faire très attention. Attention, on est dans une phase où il faut faire très attention, surtout les vaccinés. Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné qu'il faut arrêter. Il faut faire très attention, les masques, tout ça, faites attention. Donc voilà où on en est aujourd'hui en France. En France, la situation, elle est tendue. Il faut tenir. La vaccination a vraiment démarré. Je peux vous dire qu'elle a démarré. Ils ont vacciné 250 000 personnes hier. Je pense qu'aujourd'hui, on en a vacciné autant. Donc, ça va être 1 million par semaine à partir de maintenant, je pense. Moi-même, j'ai vacciné 33 personnes en 1 heure ce matin. On était 3 médecins. En 1 heure, on a vacciné 33 personnes avec l'AstraZeneca. Ça s'est très, très bien passé. Vous pouvez demander à Marc Berda, qui est là, qui est sur le groupe là, qui était ce matin au cabinet. Il a été vacciné et avec l'AstraZeneca. Salut Michel, comment vas-tu? Michel Messadou, notre médecin communicant. Et ah, William pour l'audioprothèse. Donc, ce matin, ça s'est très bien passé. En 1 heure, on a vacciné 33 personnes. Je remercie d'ailleurs Michel Cohen-Zardy qui est venu tout de suite dès que je l'ai appelé pour m'aider à vacciner, et le docteur Philippe Lafosse, qui est un ORL ami, qui est tout de suite venu aussi pour me prêter main forte. On était les trois, ça s'est passé tic-tac. On a vacciné. Donc, vous voyez, si j'avais 300 vaccins, j'aurais fait 300 piqûres aujourd'hui. On n'avait aucun problème pour faire ça. Bob Babi, Joël Tangeman, mon fils aussi, le meilleur pharmacien. Il n'y a que des bons pharmaciens, Dieu merci, il n'y a que des bons pharmaciens. Tous les meilleurs des pharmaciens et les meilleurs des prothésistes. Voilà, pas de jaloux comme ça, il n'y a que les meilleurs qui sont sur le groupe. Norbert Marek, salut. Alors, dis-moi, alors, oui, on va parler un peu d'Israël. Vous avez vu, Israël, ça s'est maintenant vraiment ouvert, hein, parce que ils ont fini leur campagne de vaccination. En gros, ils ont vacciné 53% de la population. Si on enlève les 16 ans, les moins de 16 ans qui ne seront pas vaccinés, tout le reste a été vacciné. Et maintenant, on voit les effets bénéfiques, puisque le nombre de cas graves a diminué chez les personnes âgées. Par contre, chez les jeunes, il y a beaucoup d'antivax en Israël. Il y a donc une forte proportion de la population, qu'ils soient religieux ou autres, qui ne veulent pas se faire vacciner. Et c'est cela qu'on retrouve aujourd'hui, des jeunes en réanimation, des femmes enceintes. Donc faites attention à Israël, même si les restaurants sont ouverts, vous savez que les restaurants sont ouverts, mais il faut montrer que vous avez été vacciné. Tout est ouvert en Israël, mais il faut montrer que tout a été vacciné. Donc, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, mais ce n'est pas fini. Continuez à faire attention. C'est toujours la même situation.
parce que vous avez des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, donc ils pénalisent tout le reste de ceux qui ont été vaccinés, et ils ont été vaccinés par le vaccin Pfizer. Je voudrais d'ailleurs attirer votre attention sur Israël. Israël ont fait une publicité pour le vaccin Pfizer, et ils ont un peu dénigré, parce que moi je me rappelle le docteur Cyril Cohen, professeur Cyril Cohen, qui était chez nous, c'est le AstraZeneca 60% d'efficacité. C'est pas vrai. C'est faux. À l'époque, en fait, c'est pas faux. C'est que les vérités d'hier sont les mensonges d'aujourd'hui. C'est ce que je vous ai toujours dit. Ce qui est valable pour moi est valable pour le professeur Cyril Cohen. Aujourd'hui, l'AstraZeneca, quand il parlait d'AstraZeneca il y a un mois, les études n'étaient pas sorties. Aujourd'hui, les études sont sorties. Et on sait que l'AstraZeneca est très, très efficace. Il est 100% d'efficacité pour les formes graves mortelles. 100% d'efficacité pour les formes mortelles. Vous faites piquer avec l'AstraZeneca, vous ne mourrez pas du Covid. Et il est efficace à 80-90% pour les formes graves. Donc, si vous faites l'AstraZeneca, vous êtes mieux protégé qu'avec le Pfizer. Et au point de vue des variants, il est plus efficace sur tous les variants puisqu'il a été testé. Vous savez qu'au Brésil, il y a la forme brésilienne qui se rapproche de la forme sud-africaine. Et les Brésiliens ont montré que l'AstraZeneca était efficace sur les variants brésiliens, donc sur le sud-africain et donc sur l'anglais, alors que le Pfizer, moi qui ai fait Pfizer, par exemple, je vais être obligé de me revacciner pour la modification pour les variants, tandis qu'avec ceux qui seront vaccinés par l'AstraZeneca n'auront probablement pas besoin de se faire vacciner. Donc vous voyez, il ne faut pas trop se précipiter sur les vaccins, et tous les Israéliens se sont précipités sur le Pfizer, et quel sera le meilleur vaccin? On ne sait pas. On le saura à l'arrivée, malheureusement, on ne le sait pas au début. Donc ne courez pas. Et aujourd'hui, si vous pouvez voir l'AstraZeneca, faites l'AstraZeneca. Parce que maintenant, on connaît les résultats de l'AstraZeneca, ils sont excellents, voire meilleurs sur les variants que le Pfizer. Donc, ce n'est pas un produit de deuxième zone, ce n'est pas un vaccin low cost, comme je l'ai lu quelque part, c'est un vaccin de première main. Tous les Anglais ont été vaccinés par ça. Les Écossais ont sorti leurs études, ils ont été vaccinés par ça. Tout le Brésil a été vacciné par Astra. Toute l'Inde a été vaccinée par Astra, quel que soit l'âge, qu'à 90 ans et sans limite. Ils n'ont pas eu de mort, ils n'ont pas eu de problème. Et les résultats sont en train de sortir. L'efficacité de l'AstraZeneca est en train. On s'en fout qu'ils soient reconnus en Israël, l'AstraZeneca. Elle sera reconnue, c'est obligatoire. Ils sont obligés de le reconnaître. Il est meilleur que le Pfizer. C'est obligé qu'ils le reconnaissent. Ils ne peuvent pas ne pas le reconnaître. C'est impossible. Ce n'est impossible aujourd'hui qu'un vaccin qui va être reconnu par l'OMS soit refusé par Israël. Vous ne vous faites pas d'illusions. Ne croyez pas. Ne vous laissez pas influencer par Israël. Ils ont fait une publicité pour le Pfizer qui est parce que c'était le vaccin d'origine, le premier. C'est le premier qui a sorti les résultats sur une grande population. Mais maintenant que les autres résultats sortent, ils sont tout aussi efficaces, sinon meilleurs. Et vous verrez le Johnson, et vous verrez le Sputnik, et vous verrez tous les autres. Ils seront encore plus efficaces. Plus efficaces. Donc ne croyez pas, ça va, les autres vaccins vont sortir, et ils seront encore de mieux en mieux. Laissez les études sortir au lieu de vous précipiter, de vous dire non, 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 je vois les gens, je ne veux pas de vaccin AstraZeneca, je ne veux pas, mais allez à l'AstraZeneca, ils sont excellents. Voilà ce que je voulais dire. D'ailleurs, ils sont excellents. Alors, la Tunisie, Israël, j'en ai parlé. Bon, ça va bien. Bon, tout le monde se connaît ce qui se passe en Israël. Ça a été les meilleurs pour la vaccination. Mais comme tout le pays n'a pas été vacciné, eh ben, rien n'est fini. Il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'ils font très attention à eux-mêmes et qu'ils veulent pas qui vont faire rentrer les gens qui sont vaccinés et que dans les restaurants avec des vaccinations. Ben, bref, vous connaissez l'histoire. La Tunisie. Alors bon, Israël, je pense que les voyages vont bientôt reprendre avec le certificat de vaccination. Il faut voir comment ça va être, cette histoire de passeport vaccinal. La Tunisie va beaucoup mieux. La Tunisie va beaucoup mieux, moi je vois, mais c'est pas fini. Encore aujourd'hui, j'ai eu 2 cas d'amis tunisiens qui m'ont téléphoné de Tunis, les deux, le mari et la femme, positifs, avec des signes cliniques. Donc ce n'est pas fini, ça va beaucoup mieux, Dieu merci, parce qu'il y a eu une phase où c'était une catastrophe en Tunisie. Et là, maintenant, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, moi, je conseille quand même les Tunisiens, parce que c'est le pays qui se trouve dans la plus grande difficulté. Ils n'ont pas de vaccin, il n'y a pas de... Vraiment, c'est le pays d'Afrique du Nord qui s'en sort le plus mal, je suis obligé de le dire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais vous savez, le patron d'AstraZeneca en France, c'est un certain Olivier Lataf, qui est d'origine tunisienne, un juif tunisien. Mais que le gouvernement l'appelle, rien que par amour pour la Tunisie, il donnera des doses. Il les vend à prix coûtant. Ils ne font pas de bénéfice sur les vaccins.
Je suis sûr qu'il y a un moyen de se rapprocher de ce monsieur pour avoir des doses pour la Tunisie. C'est pas possible. Il est d'origine tunisienne. Il doit avoir quand même quelque chose. Il faut que le gouvernement tunisien se rapproche. C'est tout. C'est pas possible. Et ils peuvent acquérir des doses. Il faut que l'AstraZeneca, du Sputnik. Regardez le roi du Maroc. C'est un génie. Le roi du Maroc. Je pense que ce sera le monsieur Covid. C'est monsieur, celui qui s'en est sur le Sputnik. Excellent, Amel. Celui qui est le patron du Covid, c'est le roi du Maroc. Je l'ai toujours dit ici. Depuis mars, je disais en mars, mais regardez ce roi, comme il se bat pour son peuple, comme il nettoie les rues, comme il nettoie des supermarchés, comme il a installé des hôpitaux de campagne, il a installé, il a fait fabriquer des ventilateurs, des appareils de réanimation. Le roi du Maroc, il a mis toute sa force et toute sa volonté dans cette lutte contre le Covid pour protéger son peuple. Et puis regardez-les maintenant, ils sont vaccinés, tout le Maroc est vacciné. Ils ont des vaccins chinois, ils ont l'AstraZeneca, ils ont tout. Ils ont tout, les Marocains. C'est incroyable. Ça, c'est un exemple à suivre. Voilà un exemple. Voilà un roi qui est magnifique. Oui, le roi du Maroc, monsieur, bravo. Bravo, le roi du Maroc. Quand je vois la différence entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, même l'Algérie s'en tire mieux que la Tunisie. C'est inadmissible. Quand même. Aucune personne n'a été vaccinée en Tunisie encore. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens bougent. Il y a quand même des contacts et tout. Voilà, le Qatar, l'Arabie Saoudite, demandez de l'aide. Je ne sais pas, moi. Vous voyez des pays, quand même. Je ne comprends pas, moi. Le Maroc l'a fait. Pourquoi la Tunisie ne le ferait pas? Ils sont tous vaccinés. Moi, j'ai plein de gens qui m'envoient du Maroc. Voilà, je vais faire AstraZeneca, je vais faire AstraZeneca, je vais faire ça, je vais faire le vaccin chinois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils le font. Mais ben, bravo, monsieur le roi, bravo, chapeau, je vous le redis, je l'ai dit 10 fois depuis le mois de mars, je le redis une 11e fois aujourd'hui. Monsieur le roi du Maroc, vous êtes un patron, un vrai patron. Parce que lui, c'est pas le pays, c'est un pays qui s'est battu pour son peuple, il a tout donné et il est réussi parce qu'il n'y a pas autant de morts. Et même s'il y a des morts, malheureusement, il y a des morts partout. Quand vous pensez qu'en France, on va arriver à 100 000 morts, c'est une catastrophe. 100 000 morts, on va arriver en France. Donc c'est normal qu'il y ait des morts au Maroc, en Tunisie, partout. Mais bon, quand on se bat, c'est au moins on s'est battu. Les gens ils ont l'impression, on leur a donné des vaccins, on leur a mis des réanimations, on leur a mis des trucs, ils se sont occupés. C'est pas des ascenseurs qui tombent du 5e étage, il n'y a pas d'ascenseur dedans, enfin comme des trucs de fou qu'on voyait. C'est pas possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les différents pays. Donc la France, c'est stationnaire. Il faut se battre, il faut tenir encore un mois et demi. La Tunisie, ça va mieux, mais il faut qu'ils se débrouillent des vaccins. C'est pas possible, sinon ça va repartir comme une catastrophe parce que le virus va circuler à bas bruit et la nouvelle vague va repartir dans 3 mois. Donc il faut que les gens se fassent vacciner. Il faut que vous vous démerdiez pour trouver des vaccins. Si vous n'arrivez pas à trouver des vaccins, contactez-nous, contactez en France les gens qui peuvent vous répondre et vous donner des vaccins. Un coup de fil, ça suffit. Vous savez, quand vous adressez à la bonne personne, ça suffit. Il y a ça. Le Maroc, donc on a dit, c'est le top. Et quand Israël, bon, ils sont très bons, ils ont réussi, mais comment? Le problème d'Israël, c'est des antivax, c'est ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et s'ils continuent comme ça, dans 6 mois en Israël, il y aura encore du Covid. Il faudra se refaire des vaccins, des deuxièmes doses, des rappels, des trucs. Et c'est en France, on va arriver au même problème. Donc il faut que les gens se vaccinent. Quand je vois qu'en France, les soignants ne veulent pas se vacciner, je deviens fou. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, les soignants qui ne veulent pas vacciner, ça, c'est quelque chose. Moi, je ne suis pas un idéologue. Je ne fais pas passer mon idéologie pour mes patients. Je fais passer d'abord l'intérêt du patient et l'intérêt de tout le monde avant mon idéologie. Faisons le vaccin, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Maintenant, je vais commencer réellement le truc. On va reparler, vous savez, la semaine prochaine avec tout le groupe. On va faire un an. 14 mars, la semaine prochaine, 14 mars, on a ouvert le groupe le 14 mars. Donc la semaine prochaine, on va faire je ne sais pas, je ne serai pas tout seul dimanche prochain à 19h. On sera tout le groupe de médecins, toute l'équipe qui est avec Rudy et moi, Cadeau, tous les médecins, tout ça. On va essayer de se regrouper et revivre notre histoire du groupe depuis un an.
Aujourd'hui, je vais vous faire revivre, non pas l'histoire du groupe, parce que l'histoire du groupe, c'est dans un an, c'est dans une semaine. Et il faut. Bonsoir Sophie Pouche, comment ça va? Ça va bien? Je ne vous ai plus croisé, j'ai changé, j'ai déménagé. Et l'histoire du groupe, c'est la semaine prochaine. Et puis l'histoire du groupe, on est tous ensemble depuis maintenant un an. Mais Chantal Temam, salut Chantal, comment vas-tu? Si vous avez besoin d'une belle robe, allez chez Chantal. Bain de nuit, rue dans le 16e, à côté de la rue de Longchamp. Oui, je fais de la pub. Non, c'est pas de la pub. Elle fait vraiment de belles robes. C'est de la folie. C'est pas de la pub, c'est de belles robes. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc la semaine prochaine, on va faire un live pour toute l'équipe. Mais aujourd'hui, on va reprendre. En fait, j'ai retrouvé des citations de scientifiques et on va revoir comment s'est installée cette épidémie. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Et vous allez voir qu'à plusieurs fois, on a raté le coche. Donc, en fait, vous savez que depuis cette année que ça vit l'épidémie, on a tous été transformés. On n'est plus les mêmes. Entre l'année dernière et cette année, il s'est passé un an terrible. Un an qui sera effacé. D'ailleurs, on n'a rien fait. Il ne sera aucun souvenir, enfin que des souvenirs négatifs, que des choses graves, que des peines. Enfin, on aura tous été touchés par cette année. On n'en sortira pas à la fin de cette épidémie comme on y est rentré. On sera tous infectés quelque part, on sera tous changés. Chacun plus ou moins en fonction du fait qu'il ait été touché pendant sa famille ou dans son corps ou professionnellement. Enfin, on aura tous des séquelles de cette épidémie. Et donc, on va voir un peu ce qui s'est passé. Alors, quand c'est qu'on a commencé à entendre parler de cette épidémie? Quand on a commencé à entendre parler de cette épidémie l'année dernière, en décembre 2019, on était, je me rappelle, de regarder la télé, on voyait des images de Chine et on se demandait qu'est-ce qui allait se passer, parce que ce qu'on regardait, c'était très loin, on ne savait pas ce que c'était et tout ça. Mais nous, on est des gens de base. Mais les scientifiques, eux, ils auraient dû voir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, M. Yazdapanar, qui est chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat et membre du conseil scientifique. Qu'est-ce qu'il dit en décembre en parlant de ce virus? On connaît ce genre de virus. Et quand le gouvernement chinois dit depuis début janvier qu'il n'y a pas de transmission interhumaine, on ne le croit pas. On sait alors qu'à Wuhan, il y a 40 cas déclarés provenant du marché des animaux de Wuhan. Et un tel nombre, c'est forcément un virus transmis de manière interpersonnelle. Il ne peut pas y avoir 40 contaminés uniquement par les animaux. Donc, quand les scientifiques entendent parler de ce virus pour la première fois en fin décembre, début janvier, ils entendent qu'il y a 40 cas déjà à Wuhan. Et donc, ils se disent que ce n'est pas possible, parce que vous savez, au début, les Chinois, bon, donc, ce que je vais vous dire, ça montre que les Chinois, ils ont menti sur tout. Hein. Je l'avais dit déjà depuis le mois d'avril, que les Chinois nous ont menti. Mais là, vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? On ne le croit pas. Quand les Chinois disent qu'il n'y a pas de transmission d'homme à homme, on ne les croit pas. On sait qu'à 40 cas, quand on arrive à un tel nombre, c'est forcément une contamination de homme. Donc déjà, on voit que eux, les scientifiques, se doutaient que les Chinois mentaient, que c'était pas, que les Chinois avaient dit que c'était ça passait du pangolin à l'homme, mais pas de l'homme à l'homme. Et donc, ça ne pouvait pas faire une épidémie. Arnaud Fontenay, épidémiologiste de l'Institut Pasteur, membre du conseil scientifique aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Le 20 janvier, le professeur Zhang Nanshan, un pneumologue chinois très réputé, apparaît à la télé. Il dit quoi? La situation est extrêmement critique à Wuhan. Des soignants étaient infectés. Et 3 jours après, qu'est-ce qui se passe? Wuhan est confiné. C'est toute la région de Hubei qui est confinée, soit 50 millions de personnes. Une mesure sans précédent dans l'histoire des épidémies récentes. Mais moi, je suis un ignare. Quand je vois que les Chinois enferment 50 millions de personnes, et vous savez ce que c'est que le confinement en Chine? Vous avez le droit de sortir qu'une fois par semaine pour faire des courses. Vous ne pouvez pas sortir de la journée. Personne. Une fois par semaine, vous sortez faire les courses. Donc, ils ont bloqué 50 millions de personnes le 20 janvier. C'est Arnaud Fontenay, épidémiologiste. Il ne s'est pas compris qu'il y avait un problème. Ils ont entendu quoi? Et Patrick Zimmerman, historien de la santé, qu'est-ce qu'il dit? À la même époque, un vaste filet est jeté sur la société chinoise, où on assiste à un super confinement extrêmement violent, puisqu'au départ, les habitants ne doivent sortir faire des courses qu'une fois par semaine.
Un filet est jeté sur la société chinoise, un super confinement. Vous croyez que les Chinois, ils ont fermé 50 millions de personnes pour rien? Et ils disent que ce n'est pas une épidémie? Et ils ne disent pas au monde entier? Karine Lacombe, vous la connaissez tous, Karine Lacombe, c'est la blonde qui est à la télé toute la journée comment il s'appelle, BFM, toute la journée là-bas, chef de service de maladies infectieuses. À ce moment-là, donc toujours début janvier, enfin mi-janvier, je ne comprends pas pourquoi l'OMS ne déclare pas l'urgence mondiale. Mais déclare-toi l'urgence en France déjà. Pourquoi tu attends qu'il déclare l'OMS l'urgence mondiale? Mais déclare l'urgence en France. Appelle le gouvernement. Dites-leur qu'il va y avoir une épidémie qu'en Chine, ils ont tout bloqué. Faites acheter des masques. Faites un en janvier. Faites acheter du gel. Je ne comprends pas pourquoi l'OMS ne déclare pas l'urgence mondiale. Il y a aussi des cas hors de Chine. On comprend que le virus peut se transmettre entre les hommes. Donc depuis le mois de janvier, ils savent que c'est transmissible d'homme à homme. Je suis persuadé qu'ils ont passé un compromis entre Pékin et l'OMS pour ne pas stigmatiser les Chinois et en échange, le gouvernement chinois les laisse accéder à leurs données. On sait tous depuis l'épidémie du SRAS en 2003 que les autorités chinoises nous cachent des choses et qu'il y a beaucoup plus de cas qu'ils ne prétendent. Donc tout le monde sait que les Chinois sont des menteurs, tous les scientifiques. Tous les scientifiques savent qu'il y a 50 millions de personnes qui sont bloquées dans leur maison en Chine. Et qu'est-ce qui se passe en premier? On attend. C'est en quoi? Mais elle est alertée sur le conseil scientifique. Elle écrit à Macron que c'est très grave, qu'il faudra des masques, des gels. Préparez-vous qu'il va y avoir la guerre. Non. Il constate. Les Chinois sont des menteurs. Mais on s'en fout que les Chinois sont des menteurs. C'est à nous d'être réveillés. Soyez en attente, en avance. Il faut être en avance. On a toujours dit dans une épidémie. On n'attend pas d'être en retard. On n'attend pas que les Chinois nous disent que c'est grave. C'est à nous de prendre la mesure. Pourquoi on a ouvert ce groupe, nous? Parce qu'on savait que c'était grave. On a dit qu'il faut alerter les gens, c'est grave. Il faut les aider. Quand on a vu que l'épidémie arrivait, on n'allait pas dire on se reste à la maison. On a dit non, allons au front. Faisons un groupe. Mettons nos forces ensemble. Ensemble, on est plus fort. On s'est entraînés. Mais eux, il fallait qu'ils aient voir Macron. Moi, je ne savais pas tout ça, moi. Qu'est-ce qu'il dit, William Dab? Un autre. Épidémiologiste, directeur de la santé 2003. Fin janvier, je donne mes derniers cours. Quelques jours avant ma retraite, je dis à mes étudiants, s'il s'avère que alors là c'est plus grave, que les asymptomatiques sont contagieux, ce que l'on sait maintenant. Vous savez que vous êtes contagieux 3 jours avant d'avoir les symptômes. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher une pandémie. Ils écarquillent les yeux, les étudiants, et ils disent le vieux il a fumé la moquette. Mais on s'en fout, le vieux la moquette. Il fallait il était là avant la retraite, mais va voir le gouvernement. Puisque tu dis qu'il va y avoir une épidémie, est-ce qu'on ne peut pas l'arrêter? Va voir le gouvernement. Je ne comprends pas. Vous savez qu'il va y avoir une épidémie, puisque ça se transmet d'homme en homme et que contrairement au SRAS et au MERS, les asymptomatiques peuvent contaminer. Rien de tout, il ne se passe rien pour l'instant. Tout le monde constate, tout le monde sait que les Chinois mentent, mais personne ne bouge. Gilles Pialou, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Pendant tout le mois de janvier, je prépare un document PowerPoint. Qu'est-ce qu'il a à faire? Lui, il fait un PowerPoint. C'est ma grande spécialité. Je l'avais fait pour Ebola, chez Kinguga. Je compile absolument toutes les informations que je trouve sur ce nouveau, et il fait un topo, le virus s'appelle, et on imagine qu'il va rester une curiosité scientifique. Alors lui, il est spécialiste des PowerPoint. C'est une curiosité scientifique. Monsieur Pialou, chapeau. Bravo, chapeau bien bas. Et vous le voyez le même, il est toujours à la télé. Hein. C'est le même que vous voyez à la télé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va rester une curiosité scientifique comme le SRAS qui n'a fait de tuer que 800 personnes. On est à 2,5 millions, 2,8 millions de morts. Non, voilà. Il est chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Nantes. C'est lui qui nous donne des leçons maintenant. Hein. Il passe à la télé, il nous donne des leçons à nous. Que nous, on est morts de cette histoire. Voilà. Au lieu de réaliser que ça allait être une catastrophe, il avait tous les moyens scientifiques de le savoir. Voilà, ça va rester. Il a fait un PowerPoint, il a dit à ses étudiants, c'est quelque chose qui va rester une banalité. On retrouve Yazdan Yazbadan là, le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat. Je ne dis jamais que cette maladie est une grippette. Mais là où je me trompe, c'est que je n'anticipe pas l'ampleur de l'épidémie. Mais il a dit que c'est une grippette. Mais il dit, maintenant je dis, je ne l'ai pas dit.
Mais je me trompe, quand même, il reconnaît qu'il s'est trompé. Mais ils se sont tous trompés. Je ne dis pas que cette maladie est une grippette, mais là où je me trompe, c'est que je n'anticipe pas l'ampleur de l'épidémie. Mais vous pouviez l'anticiper. Vous savez qu'il passait de l'homme à l'homme, et vous savez que les asymptomatiques étaient contagieux. Il fallait l'anticiper. Ce nouveau coronavirus a une particularité peu se connaît, les asymptomatiques transmettent le virus, contrairement à ceux du SRAS et du MERS. Et ce n'est pas le premier qui le dit, ils sont 4 à le dire. Donc ils le savent tous. L'épidémie prend de l'ampleur parce que les gens commencent à être contagieux 3 jours avant les premiers symptômes n'apparaissent. Nous, on l'a su que quelques... Apparemment, ils auraient dû le savoir. Les Chinois nous ont menti, ils n'ont pas donné des trucs, mais quand ils voient telle ampleur, ils peuvent bien comprendre qu'il se passe quelque chose d'anormal. Jamais la Chine n'a enfermé 50 millions de personnes en 3 jours. C'est quelque chose d'anormal qui se passe, non? Continuons. Ils ne croient pas. Toujours c'est là. Olivier Terrier, virologue, grand virologue, au Centre national de recherche d'infectiologie, à Lyon. Le 14 février, on enregistre à Paris le premier décès officiel en France. C'est un touriste chinois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de 80 ans qui meurt à l'hôpital Bichat. Alors là, il y a une certaine prise de conscience pour beaucoup de gens. Du coup, on a un exemple plus proche de nous sur la capacité du virus à tuer. Jusque-là, la menace n'était pas aussi concrète. Donc là, il faut voir le mort et le toucher pour se rendre compte que ça y est, c'est en train d'arriver. Donc depuis, Anna a perdu 1 mois et demi. On est le 14 février. Tout ça, c'est depuis la fin de décembre. William Dab, épidémiologiste, directeur de la santé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me retrouve invité au plateau de télévision. Tiens, ils étaient à la télé, comme par hasard. On les a tous vus à la télé, tout cela. À ce moment-là, son discours, c'est ne nous trompons pas de priorité. Le vrai problème, c'est la grippe. C'est Bricaire qui dit ça. Vous vous rendez compte ce qu'il dit en février? Le vrai problème, c'est la grippe. Donc, celui-là, William Dap, il dit à Bricaire qui dit que c'est la grippe. Ils discutent tous les deux. Non, François, tu te trompes. Ce n'est pas la grippe, c'est le Covid qui est le problème. Il me dit, mais non, mais toi, tu es trop alarmiste à cause de gens comme toi. Mais toi, tu es trop alarmiste à cause de ce que tu as vécu à cause du SRAS en 2003. Voilà. Voilà comment il y a des alarmistes et des alarmistes. Voilà l'autre qui dit, mais non, la grippe, pour lui, le problème, c'est la grippe. Il n'a pas vu qu'il y allait y avoir 100 000 morts en France. C'est des professeurs, hein, c'est pas n'importe qui. Et qu'est-ce qu'il dit, ce fameux Olivier Terrier, quand l'autre lui dit ça? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais que si on manque le début de l'épidémie, on perd le contrôle. Eh bien, on l'a manqué. Monsieur Olivier Terrier, vous avez raison. On a manqué le début de l'épidémie. Eh bien, ça a été la catastrophe. On a perdu le contrôle. Et c'est le fin février qu'il y a les premiers cas déclarés en Italie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images terribles de l'Italie. Si vous vous souvenez de ces images, on les revoit de temps en temps, des gens dans la voiture avec les masques d'oxygène. Ils n'avaient même pas de place dans les hôpitaux. Les gens faisaient la queue dans leur voiture. On leur donnait des bonbonnes d'oxygène avec des masques qui respiraient l'oxygène dans la maison, dans la voiture. Après, on voyait ces cercueils en Italie. Alors là, voilà. Là, c'est arrivé. Quand c'est arrivé, l'Italie, c'est proche de nous. Mais vous croyez qu'on les a crus? Pas du tout, les Italiens, peu. La médecine italienne, peu. Ils sont nuls. Ils ne comprennent rien, les Italiens. Est-ce qu'ils ont des hôpitaux? Ils ont des docteurs? Rien, c'est des zéros. Ils ne comprennent rien. Wallo, zéro. Mais non, il fallait les croire, les Italiens. On n'a pas cru les Chinois. On n'a pas vu les Chinois. Les Chinois nous ont menti. Ils ne nous ont pas dit la vérité. Mais bon, on a vu qu'ils avaient confiné. On n'a pas pris de trucs. On a vu qu'il y avait des millions de... Non. Là, on voit les Italiens. On est le 20 février, tout a commencé 1 mois après en France. On le sait, il y avait un décalage d'1 mois. Rien, il n'y a pas eu aucune leçon. Un premier cas déclaré, c'est le premier. Voilà, une enquête est menée, voilà, les conditions idéales de transmission du virus. Et là, si vous voulez, le problème, c'est que malheureusement, quand le docteur Michel Constantini, chef de service d'anesthésie réanimation de l'hôpital La Pitié, la Prière, puis téléphone. Non, donc là, à ce moment-là, quand il voit que l'Italie, il y a Macron qui vient donc voir ce docteur Constantini en anesthésie et réanimation à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Macron vient dans le service le 27 février. Ça ressemble à une revue des troupes avant de partir au combat. On est dans le même état d'esprit que les militaires face à leur gradé. Il y a de la fébrilité, mais de l'excitation aussi. On prend vraiment conscience que ça va déferler. Voilà. Il a fallu attendre le 27 février que l'Italie soit dans la difficulté, que la Chine confine 50 millions de personnes pour qu'on se rende compte que Macron se réveille et qu'il aille voir les hôpitaux pour leur dire ça va être la guerre, mettez-vous en ordre de marche.
Donc, vous voyez, en fait, comment tout ça s'est passé, comment ça se passe, en fait, il n'y a pas eu d'alerte. Je pense que ça a été le problème. Et c'est intéressant de revoir tout ça parce qu'on se rappelle un peu ce qui s'est passé, on se rappelle un peu tout ça. Et vous voyez quand même qu'il y a eu quand même beaucoup de ratés, qu'on n'a pas pris conscience de tout ça au début. Mais bon, heureusement que la situation a été ressaisie après. Mais quand même, au début, alors Gilles Pialou, le fameux Gilles Pialou, là, qui a dit que c'était un épiphénomène, chef de service de l'hôpital Tenon, qu'est-ce qu'il a dit? Notre patient zéro, donc le premier patient qui arrive à l'hôpital là-bas, arrive le 22 février à l'hôpital Tenon pour une insuffisance rénale. Il revient d'un mariage dans un pays du Maghreb. Ça, c'était le mariage, le fameux mariage à Marrakech, je pense. Aucun signe évocateur de Covid. Il passe plusieurs jours dans le service et il termine avec un syndrome de détresse. Et là, on le teste et on fait le Covid. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, en février, il n'y avait pas beaucoup de tests de dépistage et que ce n'était pas facile de dépister. Et donc, voilà, le premier patient qui est décédé du Covid dans l'hôpital Tenon, c'est un patient qui venait d'Afrique du Nord dans un mariage, je pense, ce fameux mariage où tout le monde est mort à Marrakech. Ça a été une catastrophe ce mariage. Il y a eu deux événements graves, le mariage à Marrakech et puis la réunion évangéliste à Mulhouse, où là aussi ça a été des clusters terribles. Donc voilà, le premier patient à Paris, je parle, hein, parce que là, dans le Nord, ça a commencé aussi. Et ça a été le cluster, ça a été ce fameux mariage évangélique. Et figurez-vous que c'est des gens du Nord qui sont partis dans ce mariage à Marrakech et qui ont amené avec eux le virus de Mulhouse. Voilà, alors après, donc, avec ce patient, on essaye de tracer les cas contacts, mais ils sont très vite débordés, comme ils n'ont pas de test et rien, donc voilà, c'est qu'une constatation. Donc voilà que la maladie s'installe à Paris, s'installe en France, dans le Nord, par la Réunion évangélique et en Île-de-France par les voyages, et notamment, dans ce cas précis, le Maghreb. Alors, Bernadette Guyot, directrice d'EHPAD, à Bourg-en-Bresse, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à commander des masques et des gels. Heureusement, les gens certaines personnes, au moins, on voit, commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à commander du gel et des gants, du matériel, des solutions hydroalcooliques, du gant, des masques, et il fait livrer des palettes de nourriture. Mais ceux-là qui ont vu les choses arriver, ils ont sauvé leurs pensionnaires. Si tout le monde avait réalisé, si tout le monde s'était commencé, avait cherché des masques et tout ça, on se serait aperçu tout de suite qu'il y avait un manque important, qu'il allait avoir un grand manque. Mais non, personne, à part certaines personnes qui ont senti les événements arriver, les autres personnes n'a alerté. Le 25 février, rien du tout. Macron, il arrive à l'hôpital le 25 février. Alors, Karine Lacombe, qu'est-ce qu'elle dit? Le 28 février, on ouvre un centre, donc la fameuse de l'hôpital Saint-Antoine, qu'on voit à la télévision. Le 28 février, on ouvre un centre de dépistage à Saint-Antoine. Elle fait les premières astreintes et les gens arrivent en masse. Donc là, on voit l'épidémie commencer à arriver en France. Les gens qui commencent à s'inquiéter, on commence à parler. On est encore au 28 février, encore on est. Alors elle dit, on a très peu de tests, on teste uniquement les formes graves. Les autres, on les déclare d'emblée positifs, donc ils ne font pas de tests, ils disent que c'est positif dès qu'ils ont des formes de respiratoire. Je leur fais des ordonnances de masques en leur disant de rester chez eux, mais les patients m'appellent dans mon service en me disant on ne trouve pas de masque. Ben oui, on ne trouve pas de masque, personne n'est prêt. Personne n'est prêt, personne n'a alerté personne. Toutes les choses arrivent et tout le monde dort. Eh oui, il n'y a pas de masque. J'apprends que les stocks sont bloqués, qu'on ne peut pas leur en donner, même sur ordonnance. Ben voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc, on est au 28 février. Elle commence à réaliser qu'il n'y a pas de masque. Et là, elle avait quand même la possibilité d'alerter le monde. Hein. Alors, à Caen, Astrid Vabré, qu'est-ce qu'elle dit, elle, la chef de service de virologie de l'hôpital de Caen? Eh ben, elle dit que quand même, fin février, ça ressemble à un thriller, comme alerte ou contagion. Vous savez, ces films-là, maintenant, c'est très à la mode, contagion, alerte, tout ça. Une maladie invisible, rapide, multiforme, qui arrive pendant la saison du virus respiratoire. Autant dire qu'à ce moment-là, le Covid ressemble à tout. Donc, les hospitaliers commencent à voir des Covid, ils ne comprennent pas. Ils voient que c'est une maladie invisible, puisque la transmission se fait avant des symptômes, qu'elle est multiforme, il y a plein de symptômes, ça ressemble à tout, ben on le sait maintenant, hein. Vous avez vu tous les symptômes, il y a 50 symptômes possibles. Maintenant, c'est tout, quand on relit ça, on rigole, on se dit vraiment, en tout cas on peut dire qu'on a avancé, parce que depuis un an, on a pas mal avancé. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit après? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, William Dab, lui, il dit carrément, hein, vous vous souvenez le fameux député du Haut-Rhin, Jean-Luc Rézère, il était positif en tout début mars. Eh bien, il a contaminé l'Assemblée nationale. Un cluster se développe à l'Assemblée nationale. En plein débat sur la réforme de retraite, les députés débattent, s'invectivent, sans masque. Ensuite, ils partent dispatcher le virus dans toute la France pendant la campagne municipale. Voilà comment se fait la diffusion. Donc, il y a eu un cas au niveau de l'Assemblée, les députés sont là, et puis hop, chacun repart, il diffuse dans sa contrée le virus. Et donc, voilà ce qui se passe. Et donc, à un moment, vous avez Jean-Michel Constantin, lui, c'est un chef d'hôpital de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Le 4 mars, il téléphone à un ami réanimateur à Monza, une ville du nord de Milan, pour lui demander quelle est la situation. Et il me répond, ça fait 3 jours que je n'ai pas dormi, il y a des malades partout, tout est saturé, c'est l'horreur. Je me retrouve avec un réanimateur hyper compétent, qui fait le même métier que moi, qui se trouve dans une situation de panique, et je me dis, putain, on va prendre cher. Voilà. Il a fallu qu'il téléphone à son copain pour comprendre qu'il allait prendre cher. C'est quand même malheureux quand même que ce monsieur qui est un professeur d'université et tout ça, il attend de téléphoner à son copain, que son copain lui dise c'est la catastrophe pour dire ça. Ils n'ont pas rien vu venir, tout ça, tout ce que je vous ai dit, comme ça encore on attend. On n'avait pas de masque, on n'avait rien. Donc voilà. Et c'est maintenant que la vague va déferler, que la situation va devenir intenable, que les gens vont réaliser, c'est maintenant qu'ils vont réaliser. Voilà. Donc, le 6 mars, Olivier Véran déclenche le plan blanc avec un objectif de tout faire pour que les hôpitaux ne soient pas débordés et qu'on ne laisse pas les patients mourir dans les couloirs. C'est vrai qu'on n'a pas laissé les patients mourir dans les couloirs, mais il y a eu beaucoup quand même. Je crois même, je peux même vous dire qu'il y en a eu qui sont morts dans les couloirs. Parce que moi, j'ai vu encore cette semaine une patiente qui a été hospitalisée pour une colique néphrétique le 14 mars. Vous regardez la chance qu'elle a eue. Le 14 mars, elle se retrouve dans un service de médecine pendant 15 jours à cause d'une colique néphrétique. Mais elle est morte de peur. Je ne vous dis pas, elle est traumatisée pour le restant de ses jours. Elle entendait toute la journée les détresses respiratoires. Elle voyait les morts dans les couloirs. Et en plus, vous savez, avec la SAT, là, vous avez dans le doigt la SAT, quand la SAT, la saturation descend, vous avez des alertes. Elle me disait, mais toutes les 10 minutes, il y avait une alerte. Je devenais folle, je mettais ma tête dans l'oreiller. Moi, j'avais un problème de colique néphrétique. Elle est traumatisée. Elle m'a dit, mais je vais mourir ici. Ils sont entourés de Covid. Elle entend la radio des épidémies, toute la journée, les saturations, les infirmières qui courent, les morts dans les couloirs. Les gens... Elle a vécu un enfer. Donc, ça a été un enfer. Ne croyez pas, ça a été un enfer. Je vous ai dit, le docteur Seknazi, qui était venu un jour qui avait fait les urgences à Bichat, vous a dit qu'il y a des patients qui sont morts dans les urgences de l'hôpital Bichat, que les gens n'avaient même pas le temps d'être vus, qui mouraient tellement qu'ils arrivaient dans des situations. Mais ça, c'est fini. Deuxième vague, on n'a pas eu ça, parce qu'on savait mieux les gérer quand même. On n'a plus eu ça. Ça, c'était malheureusement au mois de mars. Et donc, voilà, donc le chef du conseil scientifique, le fameux Yadan Panar, il fait partie du conseil scientifique. Macron lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. On a vraiment le sentiment que tout le monde attend une réponse rapidement. Pour moi, c'est difficile à gérer, même d'un point de vue personnel. On a envie de trouver, de rassurer, de dire que ça va aller, mais on ne peut pas. Donc là, maintenant, ils ont compris début mars que c'était foutu, que la catastrophe allait arriver, qu'on allait être comme l'Italie et tout ça. Voilà l'histoire de ce Covid-là qui arrive tranquillement, comment ça s'est installé. Je voulais un peu vous raconter un peu tout ce qui s'est dit parce que c'était quand même, cette épidémie, comment elle est arrivée. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont bizarres et étonnantes. Et voyez, ce Patrick Zimmerman, par exemple, qui est historien de la santé, le conseil scientifique se trouve dans une position compliquée. Ses membres ont un rôle déterminant. Ils conseillent le gouvernement, centralise toutes les rancœurs de l'opinion, qui trouvent sans cesse que ça ne va pas trop vite, pas assez vite, que c'est trop contraignant ou pas assez. Notre pays surestime le pouvoir de la science tout en haïssant les experts. C'est très paradoxal. C'est vrai que c'était très paradoxal. C'est pas facile, sûrement, de faire partie du conseil scientifique parce que c'est pas facile de savoir quoi faire dans ces situations compliquées. C'est vrai qu'il n'y a pas de bonne décision. C'est vrai que c'est compliqué, mais bon, c'est leur boulot, ils sont payés pour ça, il faut qu'ils gèrent. Voilà ce que je voulais vous dire. Le week-end, souvent, on fait quelque chose comme ça. Voilà, alors, Christian Meyer, chef de service de réanimation aussi, voilà quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait, lui, le 9 mars? Il fait quelque chose qui est le seul à avoir fait. Il ferme les blocs opératoires.
Donc, il a pris ses précautions en avance à Mulhouse, et donc on n'opère plus dans son service et on transforme toutes les salles de bloc en salles de réanimation. Vous vous rendez compte? C'est le branle-bas de combat, il faut tout réarmer avec du matériel différent. Les techniciens de biomédical essaient de trouver des pousse-seringues, des pots, tout ce qu'il faut pour équiper des lits de réa. La pharmacie reconditionne les armoires avec les bons médicaments. On se met en quête de 20 ventilateurs pour réanimation. C'est un travail considérable, tout le monde se donne à fond. Karine Lacourbe, elle est au restaurant le 14 mars ce soir. Souvenez-vous, ce 14 mars ce soir, c'est le soir où on a ouvert, le soir où on a ouvert ce groupe. Le samedi 14 mars, je suis au restaurant, mon collègue des urgences m'appelle, il faut que tu reviennes. J'arrive le dimanche matin, tout est saturé. Il y a des malades partout, le tsunami s'abat sur Paris. Et voilà. L'histoire de ce Covid, il est arrivé. Donc vous voyez que depuis décembre, tout ça a été, ça sentait tout ça. Et malheureusement, les gens ne se sont pas préparés. Quand ils se sont préparés, quand ils ont compris, c'était trop tard. Figurez-vous que même, regardez ce docteur Constantini, là, le fameux docteur de Pitié-Salpêtrière, qu'est-ce qu'il dit? En 10 jours, on passe de 100 lits de réanimation à 215 lits. Donc là, vous voyez, en une semaine, ils sont obligés de pousser les murs. On transforme l'unité de chirurgie en unité de réanimation. On pousse les murs dans les salles de réveil. On a la sensation qu'on va finir par être débordé. À un moment, on envisage même de mettre 2 malades par lit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc les situations, c'est 2 malades par lit. Ça fait 25 ans que je fais ce métier, j'avoue que là, je me mets à avoir peur. Si les réanimateurs ont peur, c'est que vraiment la situation est grave. Très, très, très grave. Quand Emmanuel Macron annonce le confinement, c'est le 16 mars, sur le confinement, et là, on est parti pour 2 mois d'enfer. Ces 2 mois de confinement ont été 2 mois d'enfer. Et vous savez, bon, c'est là que le groupe est né, on en reparlera la semaine prochaine, on prendra la suite de cette histoire la semaine prochaine. Je voulais vous raconter un peu comment c'est arrivé, comment les premiers signes, comment on aurait pu subodorer qu'il allait se passer tout ça. Voilà, quand il annonce la mise en place du confinement le 16 mars, il y a un effet de sidération, d'autant plus fort que cette annonce est très dramatisée. Il parle de guerre, c'est sans doute l'une des raisons pour laquelle le confinement se fait sans trop d'opposition. C'est vrai que les gens ont adhéré tout de suite à ce confinement sans dire rien du tout. Il faut peut-être avoir un discours à la Churchill en ce moment-là, promettre de la sueur et du sang et des larmes pour faire accepter cette mesure. C'est vrai. C'est vrai. Et là, vous voyez, alors là, c'est la panique dans les hôpitaux. Constantin, Jean-Michel Constantin qui dit on a 60 coups de fil par jour. J'ai des collègues urgentistes du nord de Paris qui pleurent au téléphone parce qu'ils ont des malades intubés que personne ne peut prendre. C'est ça le problème, dispatcher les malades, ces malades intubés qu'on ne sait pas où amener parce qu'il n'y a plus de place de réanimation. On organise des transferts de patients par hélicoptère vers des hôpitaux de proximité. On a même transféré en Allemagne, on a transféré en Luxembourg, on a transféré de partout. Ça a été un enfer, de Colmar, Strasbourg, Nancy, Metz, on va de plus en plus loin. 5 hélicoptères qui tournent en permanence. Ça a été la guerre, les hélicoptères, la guerre. Voilà, ce que je vous dise d'autre, voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Alors, dans le 93, on souffre particulièrement quand on se retrouve un taux de mortalité plus important qu'ailleurs. Des patients présentent davantage de comorbidité, il y a plus d'obèses, plus de diabétiques, plus de maladies cardiovasculaires. Et donc, l'épidémie se jette dans le 93. Ça a été une zone très, très atteinte. Voilà, les copains infirmiers qui viennent donner des coups de main, on envoie les soignants au front. Bon, souvenez-vous, on n'avait pas de blouse, on n'avait pas de gel, on n'avait pas rien du tout. Nous, on est resté à la maison. Moi, j'ai arrêté de travailler, je faisais des téléconsultations. Mais ceux qui étaient sur le front, ils sont partis désarmés. D'ailleurs, beaucoup de médecins ont laissé leur peau dans cette histoire. Voilà, c'était tellement tendu qu'on se sont fait braquer, par exemple, à Tenon, ils se sont fait braquer 20 000 masques. C'est le moment où on volait les masques. Il y avait des braqueurs de masques. Et les médecins sont désemparés. On fait face à une pathologie inconnue au bataillon, à l'hôpital. Mes collaborateurs me disent, alors le Yazdas Yazda Panar, là, il a eu le Covid, lui. Il a eu le Covid, mais Dieu merci, il s'en est sorti. Il a eu un Covid avec 40% d'atteinte pulmonaire. Il a été hospitalisé. Il me dit d'être hospitalisé tout de suite. C'est très bizarre. Par pudeur, je pensais ne jamais être hospitalisé dans mon service. Mais à un moment là, j'ai eu l'impression que je ne peux pas aller ailleurs. Le week-end suivant, je suis à la limite de la réa. On me met sous cortisone. Il n'y a pas encore de résultats des essais, donc ils le mettent de manière empirique. Et là, je reste hospitalisé 10 jours et je m'en sors grâce à la cortisone. Voilà, Christian Meyer qui dit on fait face au décès de confrères, de médecins généralistes qu'on ne réussit pas à sauver. Le cas d'une femme de 38 ans nous marque beaucoup. Elle se retrouve dans un très mauvais état. Elle a 2 enfants qui l'attendent à la maison. On manque de la perdre plusieurs fois.
Enfin, tous les cas graves et tous les cas vraiment qui viennent, que l'on a vus dans ce groupe et qui reviennent. Et voilà, et donc voilà l'histoire que je voulais vous raconter, vous repartir un peu pour vous dire un peu comment c'est arrivé, puisque c'est les 1 an de ce Covid, 1 an que l'on est ensemble dans ce groupe. Je voulais vous faire part de ça, parce que c'était vu un peu, quand on reprend un peu l'histoire par ce qui s'est dit par les médecins, on voit quand même que tout n'a pas été parfait, mais tout n'a pas été imparfait. Les gens se sont battus, les gens se sont donnés, il y a eu beaucoup de solidarité. N'oubliez pas les soignants qu'on applaudissait à 8 heures. N'oubliez pas tout ça. Par contre, la deuxième vague, on n'avait plus la même ardeur. C'était fini. Par rapport à la première vague, il n'y a pas cette sensation d'effort de guerre, c'est plus juste un effort de travail. À la deuxième fois, les gens sont moins motivés, c'est sûr. Alors là, il faut éviter la troisième vague, c'est encore moins. Donc voilà, tout ça pour vous raconter un peu comment c'était. La semaine prochaine, on va faire un live avec toute l'équipe pour vous raconter un peu tout comment ça s'est passé au niveau du groupe, comment c'était les événements les plus importants. Mais c'était important quand même de refaire un peu, de retracer l'histoire au tout début pour voir si on n'a pas eu des loupés. Je pense qu'effectivement, il y en a eu quelques-uns. Encaisse Marion, bonsoir, c'est la pharmacienne elle aussi. Excellente pharmacienne, il n'y a que des bons pharmaciens. Pères et tout, beaucoup sont partis, c'est vrai, beaucoup sont partis, Pierre. Mais c'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix, c'est la vie, l'essentiel, c'est qu'on finisse tous ensemble cette épidémie, qu'on sorte de là tous ensemble avec le moins de pertes possible. Mais c'est une xéra, bien sûr, c'est une xéra, c'est un terme, un truc qui veut dire que c'était très grave. Ben oui, voilà mes amis, c'est fini. J'ai Monique Bitton, c'est oui, c'est une épreuve, on va sortir grandi. Je ne sais pas si on va sortir grandi, mais en tout cas, on va sortir différent. Je vous l'ai dit, différent, différent, différent. On sera tous différents par rapport, chacun dans sa différence. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, à dimanche prochain, et ensemble on est plus fort, et que des bonnes nouvelles, et j'espère, si Dieu veut, que tout aille très bien. À très bientôt. Pascal Bocobza, ma cousine, je t'aime aussi. Salut tout le monde, et à la semaine prochaine. Ciao.